Vendredi 15 h, une route du côté de Corte. Une petite naine et son coéquipier Sergio Cresto ont rencontré la mort alors qu'ils y étaient venus chercher la gloire. Aussitôt, le Tour de Corse est interrompu. Le Tour de Corse a mal. Le monde des rallyes pleure ses deux nouvelles victimes. Quelles que soient les circonstances de l'accident, quelles qu'en soient ses causes, la mort est là, injuste, cruelle, inhumaine. La mort qui écœure, la mort qui bouleverse, la mort qui révolte aussi, comme ici, Marco Allen. Que ce soit Chatriot, Sabi, Fauchy ou moi-même, tout le monde ici souhaite que quelque chose change. La prochaine fois, nous ne viendrons pas, c'est sûr, car ici, la sécurité, c'est zéro. Henri Toivonen n'aurait pas aimé ces mots qui, à trop vouloir crier la justice, oublient simplement la vérité. 5, 4, 3, 2, 1... Toivonen qui découvrait le Tour de Corse et qui était en train de s'y imposer comme un superbe vainqueur, savait lui comme les autres que la mort était aussi inscrite dans son contrat. Mais ce n'est pas parce que cela fait partie de la règle du jeu que l'on ne doit pas essayer de faire ce qui peut l'être encore pour freiner cette hécatombe. Ça avait explosé, tu vois, c'était le brasier, des flammes de 10 mètres de haut, tu vois, c'était impensable, impensable. Ça a explosé sans arrêt, je sais pas quoi. Ils ont tapé dans quelque chose? Un arbre. Ils ont dû être morts sur le coup quand même. Ouais, je sais pas, on fait l'arbre comme ça, tu vois, et il n'y a plus rien. C'est une gauche qui est resserrée? Ouais. En deux, tu vois. Je vois dans la descente. Il a dû penser que c'était fini, l'autre a dû dire gauche referme. Et quand il était refermé, tu vois, on voit, après il croit que ça s'ouvre. Il y en a encore un autre, tu vois. Ah, c'est quand il s'est aperçu qu'on voit, il y a une trace de terre, hop là, mordu, puis après il est tard. Et pourtant, il y eut une course, une belle, une course comme on les aime, avec d'entrée une explication entre les Peugeot et les Lancia. Les trois Peugeot, emmenés par un Bruno Sabi en état de grâce, semblaient pouvoir cadenasser la course en s'installant aux trois premières places. Sabi, Salonen, Mouton, un ordre interchangeable. Mais les ennuis de frein et de compresseur qui affectaient la Lancia d'Allen allaient finir par causer la perte de Timo Salonen, lorsque sa Peugeot dans les fesses de la Lancia tenta un dépassement qui s'acheva dans le fossé. Ce fut la fin pour Timo Salonen. Contrairement aux apparences, Michel Mouton avait retrouvé toute sa hargne en retrouvant la Corse. Une Mouton décidée, agressive, éblouissante. À l'assistance Peugeot, Moncé se dépêche pour ne pas se faire écraser. Vite, 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 ces moutons qui arrivent. André de Cortanze, lui, c'est un peu le bureau des pleurs. Problème de survirage, oui, ça, il le sait. Plus tard, en fin de journée, ce sera plus grave. Tige de tringlerie de boîte cassée, Mouton perdra beaucoup de temps. Elle sera mise hors course. Juste un peu plus loin. Autre victime de marque, les Austin Metro. Surchauffe du moteur pour Malcolm Wilson après la rupture d'un arbre de transmission. Et pompe à huile pour Didier Auriol dès la première spéciale. Abandon aussi de Bertrand Ballas qui prend ici la sortie des artistes. Abandon encore d'Alain Oreille, sortie de route. Les Lancia avaient lancé la contre-offensive avec Biasion ici, pointé en troisième position.
malgré une mauvaise répartition de freinage, et surtout avec Henri Toivonen, impeccable malgré une angine tenace. Toivonen avait frappé un grand coup dès l'épreuve de Zerubia, là où Bettega avait trouvé la mort l'année dernière. Mais il faisait très chaud jeudi sur les routes corses, et aux assistances, on était obligé de se pencher autant sur les hommes que sur les voitures. Marco Allen était au bord de l'épuisement. Malgré la chaleur, malgré la fièvre, malgré sa gorge malade, Toivonen n'avait cessé d'accroître son avance sur Sabi et sur Biasion. Bruno Sabi, lui, s'était sans doute fait une raison. Il était second et tout le poids de l'équipe Peugeot reposait entièrement sur lui. François Chatriot, excellent, était pointé en 4e position devant la Lancia d'Allen. Tony Pond, le seul rescapé du clan Métro, était 6e. Il abandonnera plus tard. Et à Bastia, on pouvait faire le bilan de cette première étape. On en est un peu plus d'un tiers du rallye en arrivant à Bastia. On va essayer de bien vérifier la voiture de Bruno Sabi de manière à lui donner le maximum de chance. Et j'espère que la chance va être un petit peu avec nous, ce qui n'a pas été le cas depuis ce matin. Puisqu'en tête les dés semblaient être jetés, on pouvait s'intéresser alors à l'affrontement dans le groupe A entre Ragnotti et Loubet, la 11 Turbo contre l'Alpha GTV6. Mais chez lui, en Corse, Yves Loubet était intouchable. Plus de 5 minutes d'avance au rassemblement de Corté, Ragnotti était battu à la régulière. C'est normal qu'il y ait un tel écart entre Yves Loubet et Jean Ragnotti? Oh oui, il fait 1m78, moi je fais 1m68, c'est normal. L'humour de Ragnotti se fut comme l'ultime bouffée de bonheur, quelques minutes seulement avant le drame. À 15 h, Toivonen et Cresto étaient morts. Au PC de la course, ce fut la consternation. L'équipe Lancia se retirait. La course avait perdu son leader, désormais il lui manquait son âme. Ici conduite par Marco Allen, cette Lancia Delta S4 est une authentique voiture de course et en tant que telle, elle a reçu les derniers perfectionnements de la technologie. Ainsi en est-il du sport automobile qui, bien qu'étant un spectacle, reste le laboratoire privilégié de la recherche industrielle. Cependant, entre cette Delta et ce châssis calciné informe, il s'est passé un enchaînement de faits irréversibles qui nous laissent par exemple. Écoutez les chiffres. Sur le plan du développement moteur, puissance, couple, est-ce que ça a beaucoup changé? Excepté la voiture de Michel qui expérimente pour nous, j'espère pas assez dépend, mais qui expérimente pour nous de nouvelles solutions de moteur. Les deux voitures sont sensiblement dans la configuration Monte Carlo, qui avait quand même évolué par rapport à la Corse de l'année dernière. Ce sont des voitures qui ont de l'ordre de 440 chevaux. Je dirais que le plus gros du travail sur le moteur a été d'augmenter sa fiabilité et sa souplesse en bas. Même chose pour la Lancia, encore plus récente que la Peugeot et encore plus élaborée. Nous avons cherché de faire une voiture un peu plus légère. Nous sommes arrivés à gagner 30 kg dans la voiture Portugal. Maintenant, la voiture, c'est 1000 kg prête pour partir. Je pense que c'est 980 sans la roue de secours et tous les outillages antérieurs. Nous avons gagné à peu près 30 kg dans le Portugal. Nous avons cherché de faire la carrosserie un peu plus légère et dans l'assemblage de la voiture, nous avons cherché de mettre toutes les choses, le minimum indispensable. Sur le plan du moteur et de la boîte de vitesse, puissance du moteur, couple,
La puissance du moteur, c'est pareil à le Portugal. Il a 46 kg de couple à 5000 tours. Elle a 450 chevaux à 8004 avec un boost de 2.6, de 2,6. Comme on l'a vu, l'ennemi, c'est le poids. Aussi, les structures sont-elles construites en métaux ultra résistants, ultra légers également. Autour de ces structures, des matériaux dits composites à base de fibres de verre et de carbone, des produits qui ne brûlent pas, mais se consument en dégageant des gaz toxiques éminemment volatiles. Côté moteur, c'est l'ère des compresseurs et des turbocompresseurs, du métal, du magnésium à la limite de la fusion, chauffé entre 800 et 1000 degrés et qui peut se transformer en bombe à retardement. La moindre goutte d'huile ou d'essence et c'est l'explosion. L'essence, la voiture de Toivonen n'en emportait pas beaucoup, une trentaine de litres tout au plus, mais c'était suffisant. Enfin, pour lutter contre le feu, un extincteur de 5 kg a déclenché par le pilote. Voilà pour la technique. Reste le problème humain, l'adhérence des 4 roues motrices combinées à l'asphalte et aux suspensions réglées ultra dures ont fait de ces voitures très performantes des engins épuisants à conduire. À chaque assistance, il faut au pilote de longues minutes pour récupérer et au médecin des mains de magicien. Écoutez Ben Bartoletti à la veille de l'accident de Toivonen. Les rallyes maintenant ils deviennent très durs, surtout avec les voitures qu'on a. Parce que vous savez, les voitures maintenant, 50 chevaux, et presque comme la Tyrrell il y a 3 ans. Non? Je m'excuse pour les Français, c'est pas très bon, mais... alors, je pense que les organisateurs doivent penser aussi à la fatigue des pilotes. Ce soir, c'est drôle qu'il n'y a plus avec nous, parce que c'est retiré Salonen et la Mouton. C'est pour ça que j'ai dit que les organisateurs doivent sans doute penser à ça. Les pilotes ne sont pas des machines. Alors les rallyes ne doivent pas devenir un essai, on peut dire un essai pour le pilote, mais seulement un essai pour les voitures. Et la Corse, c'est vraiment un formidable rallye, mais je pense qu'on doit penser de le rendre un peu moins, plus humain. Voilà, hier, tout s'est combiné contre Henri Toivonen et Sergio Cresto de façon irréversible. Une dernière question qu'il faut poser. Depuis le début de l'année, les hélicoptères des constructeurs, moyens d'assistance mais aussi de sécurité, sont interdits. Mais reste à savoir de quelle façon l'hélicoptère de Lancia aurait agi contre une telle déflagration. Avec Henri Toivonen disparaît l'enfant chéri de la compétition routière. Il n'avait pas encore 30 ans. Il était né le 25 août 1956 à Jyväskylä. Ceux qui suivent le championnat du monde des rallyes connaissent bien Jyväskylä. Chaque année, cette ville de Finlande est la plaque tournante du rallye des 1000 lacs, la course des Finlandais volants. Ainsi, le sort du jeune Henri était scellé. Il devait être rallyman, comme son père Pauli Toivonen ou comme son frère Harry. Néanmoins, avant d'être un rallyman, Henri Toivonen était surtout un pilote de vitesse, comme en témoignent ses débuts en kart, ses succès en monoplace, que ce soit en Formule Super V ou en Formule 3, et puis, plus récemment encore, ses expériences à bord d'une Porsche 956 en course d'endurance. Oui, plus que les autres rallymen, Henri Toivonen était un homme de trajectoire et de vitesse, et dévorer les routes du Tour de Corse à plus de 175 à l'heure était un métier qu'il pratiquait avec une maestria éblouissante.
Il y avait eu deux étapes dans la vie d'Henri le surdoué, Henri le facétieux, Henri le moqueur. Un début de carrière fulgurant sur une Simca 1000 Rallye en 75, une 5e place au Relais des Mille Lacs en 77 et une première victoire 3 ans plus tard au RAC dans le championnat du monde. À cette époque-là, Henri, le chouchou de ces dames, dévorait la vie à belles dents, attaquait beaucoup et sortait beaucoup de la route. Elles vont se garer là-bas. Et puis vint la deuxième étape, l'accident sérieux du rallye de la Costa Smeralda en 85, un accident que vous avez souvent vu à Automoto tant il était spectaculaire. Dans les jours qui suivirent, Henri Toivonen se métamorphosa. Ce fut le retour vers des choses plus simples et plus belles, comme la vie de famille, le temps de réfléchir, de grandir, de trouver un autre idéal, celui d'une existence saine consacrée à sa femme, sa petite fille et son petit garçon, le temps de penser enfin à sa carrière, une vraie carrière de sportif de haut niveau. Sous l'impulsion de Ben Bartoletti, sous l'impulsion de Sergio Cresto, son nouveau coéquipier, Henri Toivonen devint alors le vrai champion que la compétition routière attendait. C'est de cette façon qu'il gagna le RAC fin 85, puis le Rallye Monte-Carlo au début de la saison 86, avant ce Tour de Corse, ultime trajectoire, ultime étape vers son destin. Un accident, c'est systématiquement aussi une remise en cause, logique, une enquête pour éviter que demain, si possible, et chacun de tenter de comprendre, d'expliquer. Ça sert encore à quelque chose, les rallyes? C'est sûr que si, ça sert à quelque chose, en réalité, mais quelquefois, enfin, on peut se poser des questions après, parce que chaque fois qu'il se produit un accident, mais que ce soit en Formule 1 ou en rallye, chaque fois, il se repose un petit peu la question. Mais je crois que, enfin, au départ, on a choisi ça parce que c'est une passion, c'est toujours une passion, mais c'est devenu un métier. Et lorsqu'on fait ça parce qu'on aime ça, on accepte que de temps en temps, il y ait l'un des nôtres qui disparaisse, même si ça peut arriver à nous le lendemain. Dans ce sport, dire, bon, il y a quelqu'un qui est parti, ok, mais c'est dur, ça fait mal, mais on le veut. Je veux dire, personne ne pousse un pilote à monter dans une voiture et à aller vers la vitesse. Chacun le veut, on a envie. Moi, quand on m'a proposé cette voiture, j'ai réfléchi, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je vais être capable? Et puis j'ai fait des entraînements, je sens que je suis capable et j'ai envie. Cette voiture, c'est cette passion qui anime tout, qui fait en fait. Si vous enlevez ça, évidemment, tout est dérisoire. Mais tant qu'il y a cette passion, cette envie de se battre, envie d'aller, envie de se prouver qu'on peut, je crois que si vous enlevez ça, on enlève tout. Et je crois que c'est à cause de ça qui fait que tout le monde va continuer, que demain on n'y pensera plus, qu'on attaquera la prochaine course encore plus fort. Même si le souvenir est là, même si ça fait mal, même tout ça, je crois que c'est... On ne peut pas enlever cette passion, et c'est ça qui détermine tout pour moi. Je dois dire que le Tour de Corse cette année, le Tour de Corse il y a 10 ans, pour moi c'est la nuit et le jour. Mais malgré tout, même si ça va très vite, on sent encore qu'on peut aller plus vite. Et c'est ça qui me paraît paradoxal, si vous voulez, c'est en même temps sentir que peut-être ça va trop vite maintenant. Je pense que ça va trop vite sur l'asphalte, c'est ça le danger, c'est ça le risque en définitive, c'est que je crois que ça va trop vite sur l'asphalte, mais malgré tout de l'intérieur, on sent encore que l'homme est capable de dominer cette machine. Et c'est là où je disais que quand il y a passion, tant qu'il y a envie de faire ça, je crois qu'on n'arrêtera pas. Et malheureusement, Henri est parti, il a fait une course fabuleuse, c'était fantastique, et je crois que il est parti heureux, c'est ce qu'on peut se dire. Mais même si c'est dur, c'est le sport, et on n'enlèvera pas le sport. Est-ce qu'on va remettre en cause les rallyes sur goudron? Bon, non, pas sur goudron. Peut-être on peut remettre en cause des rallyes où la sécurité... Enfin, par exemple, la Tour de Corse, au lieu d'avoir 10 épreuves spéciales par jour à 40-50 km de longueur, il y en aura 20 qui feront plus que 10 km. Mais vous irez plus vite parce que vous connaîtrez mieux. Oui, mais par contre, sur 10 km, en cas d'un accident, la sécurité sera tout de suite sur place. Alors que là, sur les épreuves longues, effectivement, ça dépend où cela se produit. Avant que les secours soient
soit averti avant qu'il soit sur place. Ça prend à chaque fois quelques minutes de plus. Je crois qu'il doit y avoir en tout cas une discussion et un dialogue entre les pilotes qui sont capables de conduire des voitures comme ça, mais qui sont capables de juger aussi ce qui peut être amélioré. Il doit y avoir une entente aussi sur la sécurité. Il y a beaucoup de points à voir entre les constructeurs, je crois, et puis les pilotes et les organisateurs. Je crois qu'on ne peut plus organiser aujourd'hui en 86 des rallyes comme on les organisait il y a 20 ans. Est-ce que ça vaut le plaisir d'être pilote de rallye, de prendre de tels risques? Oui, quand même, le métier de pilote de rallye a des tas d'avantages au niveau des reconnaissances, du travail fait, dans les essais, le travail des ingénieurs. Et puis malgré tout, même si elles sont dangereuses, c'est quand même assez passionnant de conduire ces voitures-là, malgré tout. Même si on vous dit demain c'est de plus en plus dangereux, vous continuerez? Vous? Je sais pas, parce que moi à 40 ans, j'ai plus que quelques années à faire. Après, je ferai des rallyes style Paris-Dakar. Mais de toute manière, même un Paris-Dakar, on peut avoir un accident très grave et ça se termine pour Paris-Dakar. Je crois que c'est l'ensemble des sports automobiles, mais parce qu'on l'a choisi, comme certains choisissent l'alpinisme ou d'autres sports dangereux, je dirais, ça continuera. Michel Mouton, au lendemain de ces journées dures pour tout le monde, c'est toujours l'éternelle question, est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr que ça vaut le coup, parce que sinon on ne serait pas tous là. Je crois que on est conscient des risques que l'on prend, et je crois que en fait ce qu'on aime dans ce sport, parce que je ne crois pas qu'on puisse parler de métier, je crois que c'est un sport avant tout. Et je crois qu'on aime cette bagarre, on aime se mesurer avec soi-même, aller plus loin, toujours plus loin, dans le progrès, dans la limite, et jouer avec cette limite. Et je crois que ça vaut toujours le coup de continuer, c'est sûr. Gabriel Kadringer, vous êtes l'ingénieur de la Fédération internationale. Vous avez procédé à une enquête au sujet de l'accident d'Henri Toivonen. Quels sont les premiers résultats officieux de cette enquête? La voiture de Toivonen a quitté la route dans un virage à gauche, en descente très vite, autour certainement de 100 km/h au moins. Elle est partie dans le vide et après avoir fait certainement un tonneau dans le vide, elle s'est écrasée contre un arbre avec sa partie inférieure, juste à l'endroit où sont placés malheureusement les réservoirs, les deux réservoirs de sécurité. Probablement au moins un des réservoirs a été endommagé par le choc. Il a pu exploser? Disons que l'essence a commencé à sortir et après il y a eu l'incendie. C'est possible que les explosions de lesquelles on parle soient l'effet que certains matériaux qui équipaient la voiture du magnésium, suite à l'incendie, a brûlé avec les bruits typiques de l'incendie du magnésium qui fait qu'on a parlé des explosions. Mais il y a eu en tout cas un grand incendie. À votre avis, est-ce que Toivonen et Cresto ont eu le temps de souffrir? Je crois que, vu la dynamique de l'accident, le choc contre l'arbre probablement a été fatal pour les deux pilotes. À la suite de l'accident de Toivonen, la Fédération internationale a pris des décisions spectaculaires. Ce sont des mesures immédiates pour la saison 86 et nous ne pouvons pas faire davantage, mais en tout cas, nous arrêtons immédiatement toute homologation d'évolution des voitures de sport groupe B pour bloquer la situation à son niveau actuel, car les constructeurs pourraient les modifier encore. Nous interdisons dès le prochain rallye de l'Acropole les jeux et nous imposons à tous les rallyes une limitation plafond du nombre et de la durée des épreuves de classement chronométrées. Et ça, ce sera également applicable à tous les rallyes, y compris le prochain rallye de l'Acropole. Ce qui est beaucoup plus important également, c'est qu'à partir du 1er janvier 1987, nous annulons tous les projets qui avaient été réglementés pour un nouveau groupe en matière de rallye, le groupe spécial rallye, groupe S. Ce groupe est annulé. Nous interdisons dans tous les rallyes, pas seulement le championnat du monde, mais dans tous les rallyes, les voitures de sport, c'est-à-dire le groupe B actuel, sauf certaines voitures d'une moindre puissance et d'une moindre cylindrée qui font partie d'une liste établie par la FISA. Et nous transformons le championnat du monde, nous créons donc un nouveau championnat du monde qui sera le championnat du monde des rallyes pour pilotes et pour marques, réservé exclusivement aux voitures de tourisme, c'est-à-dire les voitures de groupe A, voitures construites à 5000 exemplaires. Et en attendant la mise en place de ces nouvelles dispositions concernant l'avenir du championnat du monde des rallyes,
Ce 30e Tour de Corse au déroulement dramatique s'est achevé par la victoire de Bruno Sabi, la première de sa carrière dans une épreuve mondiale. Mais tel que nous connaissons Bruno, nous mesurons combien ce succès est de ceux dont il n'aurait pas aimé se glorifier. Bruno n'y est pour rien, et cette victoire, il la dédie sans doute à Toivonen et à Cresto. Derrière Sabi, deuxième Chatriot, troisième Loubet, premier du groupe A, quatrième Ragnotti, cinquième Thor, premier Corse classé. Automoto, aujourd'hui c'était le Tour de Corse, demain pour les motards, Sport Dimanche et le Grand Prix de vitesse de Jarama. Dans le groupe A, Loubet continue de surclasser tout le monde. À l'issue de la troisième spéciale, il possède désormais près de 30 secondes d'avance sur Ragnotti. Et derrière, l'écart se creuse avec Ballas et Oreille. Loubet en Corse sur l'Alpha GTV6 reste intouchable. Et pourtant, Bertrand Ballas n'est pas venu en Corse faire du tourisme. Il attaque partout, mais Loubet et Ragnotti vont plus vite. Rien à faire, la Corse est seul juge. Sylvie Oreille le sent bien, ce groupe A échappe à Alain. Pour ne rien améliorer, dans la deuxième spéciale, le câble d'accélérateur de la Renault 11 Turbo fait perdre plus de 2 minutes à cet équipage. Tout comme Ballas, Oreille va continuer à se battre, mais Loubet et Ragnotti accroissent régulièrement leur avance. Toujours dans le groupe A, Whitman, que vous allez voir bientôt sur sa Golf GTI, voit ses chances sérieusement compromises dès la première spéciale où il effectue les 15 derniers kilomètres, boîte bloquée en première. Pour Manzagol, en revanche, tout va bien en ce début de course. Le meilleur pilote insulaire avec Loubet n'a aucun problème avec son turbo. Ça tient du miracle. Et pour Jean-Pierre, quand le turbo va, tout va. Mais avec 300 chevaux, il doit se contenter d'attendre que ça se décante devant en se maintenant aux alentours de la 10e place. Avec Claude Balèze, Monzagol et Loubet, Jean-Claude Thor et un autre pilote corse se distingue lui aussi dans ses premières spéciales. Pour Donguès, enfin, petite frayeur avec une légère sortie de route en début de course. Donguès qui livre en groupe N les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, un duel de toute beauté à Patrick Bernardini, sans pouvoir toutefois maîtriser la fougue du jeune pilote corse, intouchable depuis le début. Donguès au volant de la R5 GT Turbo. Quatrième spéciale, 30 km entre Zerouia et Santa Giulia. Sur le tour, personne n'a oublié. Ici, l'an dernier, en pleine ligne droite, Attilio Bettega est mort. Accident absurde pour ce pilote génial de 32 ans. Ses amis sardes lui ont dédié cette stèle en granit. Dans cette spéciale, Toivonen laisse son second, Bruno Sabi à 16 secondes. Le record 85 de Ragnotti est battu de 24 secondes. Et dans la spéciale suivante, Toivonen devance cette fois Salonen de 12 secondes. Résumé, Toivonen s'envole et repousse, mais jusqu'où les limites des records sur les routes corses. Bruno Sabi, confronté à des problèmes de surchauffe des pneus arrière, laisse donc s'échapper progressivement Toivonen. La 205 Turbo 16 tourne bien, mais à chaque spéciale, il faut peaufiner les réglages. Les rallyes ressemblent de plus en plus aux courses de Formule 1. Pratiquement dans les mêmes temps que Sabi, Salonen n'arrive pas lui non plus à aller chercher Toivonen. Pour Timo cependant, rien n'est joué. On connaît sa résistance et sa patience de vieux renard. En position d'attente, Salonen prend enfin goût à la Corse. Michel Mouton, elle, confirme son bon début de course en se maintenant dans le quatuor de tête. Revenu à son meilleur niveau, Michel permet à l'équipe Peugeot de placer ses 3 voitures entre Toivonen et Biasion, la seconde Lancia de plus en plus menaçante, qui vient donner à cette première partie de l'épreuve une intensité très particulière. Tout peut encore arriver entre les deux équipes reines de ce tour. En embuscade arrive un peu derrière François Chatriot, impeccable sur sa X5 Marcy Turbo. Chatriot qui rattrape ici Del Zoppo. Quant à Marco Allen, il entame avec minutie une remontée vers le groupe de tête, mais le plus latin des pilotes scandinaves ne semble pas avoir la voiture idéale et Allen reste le moins rapide des Lancia.
Un mot sur Tony Pond qui tire le maximum des 4 roues motrices de sa métro mais reste derrière tous les gros bras, pendant qu'Yves Loubet accentue son avance dans le groupe A. Bon comportement encore de Manzagol qui tourne cependant un peu moins vite que Loubet mais se maintient près de la 10e place. Ragnotti assure lui sa seconde place derrière Yves Loubet tout en attaquant cependant au maximum. Quant à Alain Oreille, le tour va s'arrêter pour lui entre Sartène et Zonza sur sortie de route. « 12h20 à Coenza, premier regroupement, 40 minutes pour respirer un peu après le début de course le plus rapide de l'histoire du Tour de Corse. Chez Lancia, on reste en pleine concentration, les Peugeot sont toujours très menaçantes, même si Toivonen semble avoir la course en main. Tout ça passe bien pour le moment, on n'a eu aucun problème et on espère qu'on va continuer comme ça. On s'attendait du côté de Lancia à un début de course de la part de Toivonen comme cela? Et non, parce qu'il n'était pas en bonne condition physique, mais il ne semble pas maintenant. Mais plus il est en mauvaise condition physique et plus il fait des temps, c'est une habitude maintenant qu'il a. Ouais, on espère qu'il va continuer comme ça. Alors maintenant on va continuer à attaquer à outrance jusqu'à Bastia ce soir. Ah oui. Si je me mets à attaquer, si je me mets à exploiter vraiment l'auto, je dégrade totalement les pneus arrière et je survire beaucoup, donc je glisse beaucoup. Alors je suis obligé de rester en dedans pour pouvoir essayer de terminer les spéciales dans les meilleures conditions possibles. Donc je suis obligé d'être très très fin, je suis obligé d'être en dedans. Je ne peux pas totalement exploiter l'auto. Ce que je vais faire, je vais essayer de continuer à attaquer, à garder le rythme que j'ai là en ce moment. Et après on verra. Moi, c'est un tableau de marche jusqu'à Bastia que je vais essayer de respecter. Tout va bien, la voiture va très très bien et pas de problème. Avant de remonter vers le nord, dans le parc du château de Coenza, le soleil efface la sueur des 5 premières spéciales. Michel Mouton savoure son retour parmi les ténors de la course, mais Michel sait aussi que le plus dur n'est pas encore arrivé. Non, t'as pas le droit. On a le droit ? On peut le pousser là. Les petites Peugeot se plaisaient bien sur le gazon de Coenza, mais il va falloir tout de même y aller. Au programme 3 spéciales jusqu'à Migliacciaro au sud de la plaine orientale. Toivonen attaque en quittant Olen, mais Salonen va cette fois lui prendre une toute petite seconde, 25 km plus loin à Zicavo. Pour mémoire, les 5 premiers de cette spéciale battent le record que Vatanen avait établi ici en 85. Bruno Sabi fait le maximum de son côté pour rester le plus près possible de Toivonen. Ici, vous allez le voir, il évite de peu le tout droit, mais à Migliacciaro, il reste le seul concurrent direct de la Lancia de tête. Et puis, dans la 8e spéciale entre Muraccioli et Abazzi, à coup de théâtre, Marc Wallen, aux prises cette fois avec son compresseur, va se faire rejoindre par Salonen. À cet instant de l'épreuve, Timo Salonen pense revenir dans le trio de tête. Malheureusement pour lui, en dépassant Allen, il part en toupie sur le gravillon. Pas de bobo, mais la course s'arrête là pour l'un des plus sérieux prétendants à la victoire finale. Peugeot perd un atout et les espoirs de Jean Todt vont désormais reposer sur Sabi et Michel Mouton. Are you all right? Yes, we are right. Ouais, tout va bien. What happened exactly? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a rattrapé Allen et dans ce virage à gauche, je l'ai doublé. Je suis passé un peu trop large sur le gravier. J'ai glissé, je suis parti en tête à queue et puis bon, sur le toit. You attacked very much. Vous êtes sorti fort? Bon, pas trop. Mais bon, j'ai fait une petite faute. Small mistake.
Et puisque Timo ne prend pas la chose au tragique, Michel Mouton, qui a rattrapé ici Ragnotti, relance la mécanique. Mais Biasion, depuis 2 spéciales, commence à lui prendre régulièrement quelques secondes. Ça chauffe pour les 205 Turbo 16. Biasion à l'attaque dans la région de Ghisoni. Derrière tout ce beau monde, le docteur Chatriot rattrape Wilson, victime d'une crevaison, et fait toujours le maximum sur la R5 Maxi Turbo, mais rien à faire pour approcher les Peugeot et les Lancia. En groupe A, Loubet, qui rattrape lui aussi le malheureux Wilson, poursuit sa progression, et seul Ragnotti tente désormais de lui résister. Dans cette dernière spéciale, avant le regroupement de Migliacciaro, Bertrand Ballas quitte en effet à son tour la course, c'est le groupe A. Ballas et Oreille out, Loubet peut naviguer tranquille. Et pendant que Manzagol confirme, Allen à Migliacciaro raconte la sortie de route de Salonen. Deuxième repos de la journée, il est bref, trop bref, 20 petites minutes. Les joues se creusent, les douleurs surgissent, les voitures et les hommes souffrent, c'est long, c'est dur. La chaleur à l'intérieur de l'habitacle devient vite insupportable. La récupération devient essentielle pour tous. No, io ho visto Seppo. Il les a aidés à sortir. Toivonen, il s'est repris bien, mais jusqu'à hier, il avait beaucoup de fièvre. Maintenant, il n'y a plus de fièvre, mais je pense que ce n'est pas l'optimum de la condition physique, sans doute. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est seulement le premier jour. Chez Peugeot, mêmes images. Michel Mouton demande le docteur. Elle ne sait pas encore que c'est presque fini pour sa voiture et qu'elle devra arrêter après une superbe course. Chez Renault, on s'active auprès de François Chatriot et de sa voiture. Premier changement de boîte sur les 4 prévus et record battu, moins de 16 minutes. Ils avaient 16 minutes et on a pointé sans aucun problème au CH qui était à 1 km. Donc, bon, c'est le premier changement de boîte dans le Tour de Corse, mais ça ne sera pas le dernier. Non, parce que par sécurité, on est obligé de la changer plusieurs fois. Au bout de 10 spéciales, tous savent à quoi s'en tenir. Lancia à la course en main, les autres grandes écuries ont mis un genou en terre. Une seule rover, celle de Tony Pond, rattrapée ici par Toivonen. Une seule Peugeot, celle de Bruno Sabi, pris dans l'étau des 2 Lancia, Toivonen qui court devant et Biasion qui mène bon train derrière. Même situation que lors du dernier Monte-Carlo. François Chatriot a gagné son pari, il devance la métro et même la Lancia de Marco Allen. Yves Loubet continue son festival et creuse l'écart, 3 minutes d'avance à l'arrivée de la première étape sur Jean Ragnotti. Les autres groupes A sont déjà bien loin. Franz Wittmann, leader de l'équipe Volkswagen, va moins vite que son jeune coéquipier Ericsson, qui découvre le Tour de Corse. Manzagol, lui, en est à sa 20e participation et son début de course est encore une fois superbe. Il subit pour l'instant la loi de Balésie au classement promotion. Laurent Poggi fait aussi parler de lui. Le leader du trophée Vague se permet de devancer les Golf d'usine. Plus d'1 minute d'avance sur Ericsson, une performance remarquée. Comme celle de Patrick Bernardini, la BMW 325i a fait la différence en groupe N. Bernard Dongues n'y peut rien, Bernardini assure le spectacle, mais il réalise aussi des temps impressionnants. Quant à Gilbert Casanova, lui aussi a le sang chaud, quand le copilote se perd un peu dans les notes. Pas besoin d'écouter la conversation, Gilbert parle avec les mains, regardez. Sur
Sur 128 concurrents au départ, 70 rejoignent à l'issue de la première étape le parc fermé de Bastia. Ici, ça sert à rien. Deuxième journée, Bastia-Calvi, 423 km et 9 épreuves spéciales. Il fait beau et chaud, ce qui ne devrait pas arranger les affaires des pilotes, même si les spectateurs en profitent bien. Mais rien ne semble pouvoir arrêter Henri Toivonen, qui augmente régulièrement son avance, même s'il abandonne un temps scratch à Bruno Sabi dans une des spéciales de la matinée. Une vue d'hélicoptère qui permet de mieux apprécier l'impressionnante accélération de la groupe B 4 roues motrices. L'unique rescapé de l'équipe Peugeot est toujours confronté à de gros problèmes de surchauffe des pneumatiques. Sabi se bat pour garder la voiture sur la route. Dans ces conditions, pas question d'essayer d'aller chercher le Finlandais. Il faut marquer des points au championnat du monde et se tenir à distance de l'autre Lancia, de Massimo Biazzone. Et puis on a un peu l'impression que les jeux sont faits pour les premières places de chaque groupe. Les écarts entre les uns et les autres sont suffisamment importants pour que les changements en tête ne soient plus dus qu'à des incidents de course. En groupe A, l'Alpha GTV de Loubet semble invincible, d'autant que Ragnotti se plaint d'une pression de turbo défaillante. La R11 perd 45 secondes sur l'Alpha dans la 13e spéciale. Bref, rien ne va plus pour Jeannot. Ça bouge par contre du côté du classement en promotion. Jean-Claude Toré ne sait pas encore qu'il va profiter des malheurs de Manzagol et de Balesi. En fait, les premières spéciales de cette deuxième étape sont fatales à beaucoup. Bernardini est maintenant tout à fait tranquille, Dongues est sorti. Dans la 14e spéciale, fatale aussi à la métro de Tony Pond. Une courroie de distribution a cassé. Une spéciale plus loin, Manzagol abandonne à son tour, alors qu'il est en tête du classement promotion. Et un peu plus tard, Claude Balesi se retire également, laissant le champ libre à Toré. Toivonen, l'intouchable, arrive alors au parc de regroupement de Corté. Son moral est au beau fixe. J'avais la grippe 5 jours avant le rallye et ça m'a beaucoup fatigué, mais j'ai bien récupéré. Maintenant, ça va. Vous avez maintenant 2 minutes 45 secondes d'avance. Est-ce que c'est assez? Une seule seconde suffit à la fin d'un rallye, mais je commence à me dire qu'avec cette avance, eh bien, je peux gagner. Vous allez continuer à attaquer, mais je n'ai jamais attaqué dans ce rallye. Toujours calme. Thank you. Beaucoup de monde au pont de Castirla, au milieu de la spéciale numéro 18.
L'orage surprend les spectateurs qui attendent le passage de la Lancia. L'attente est trop longue. Dans leur voiture, les commissaires se sont figés en écoutant les communications radio. On s'approche, on écoute. Une voiture est sortie de la route, elle brûle. On ne veut pas y croire, c'est celle d'Henri Toivonen et de Sergio Cresto. Il est parti en l'air comme ça, et il a pris l'arbre comme ça. Oui, mais je pense qu'il a pris. Et après, comment on je pense qu'il est parti en tonneau comme ça, en tonneau, il est tombé dans la. On va pas bouger, on va attendre. C'est quoi d'après toi l'accident? Comme constructeur, comme le groupe Fiat est un grand constructeur et tient beaucoup à la construction et à la sécurité de ses voitures et à l'emploi qu'on en fait. Je pense qu'après ça, nous étudierons très attentivement quelle suite donner à nos programmes sportifs avec les présents règlements. Est-ce que vous voulez dire qu'il est possible qu'on ne vous voit plus sur les tours comme le Tour de Corse, sur les rallyes comme celui-ci? Non, j'ai dit que le rallye Tour de Corse, c'est un rallye comme les autres. Il y a eu des tragédies sur des autres rallyes aussi, sur des rallyes où on n'attendait pas, mais je pense qu'on est vraiment allé un peu loin avec les vitesses des voitures par rapport aux possibilités des pilotes de les maintenir en compétition pour si longtemps et aux possibilités des routes qui sont, elles, c'est des normales routes de rallye, mais qui sont plus adaptées à ce genre de course. Le soleil qui se lève à Calvi n'y change rien, tout a basculé dans la tristesse. Ces regards de pilotes enfermés dans leurs autos, on les avait déjà vus l'an passé. La course en tête n'est plus alors qu'une procession. Sabi s'en va vers sa première victoire en championnat du monde, le cœur serré. Et les Corses qui aiment et qui défendent leur rallye se demandent pourquoi il est une nouvelle fois marqué par le malheur. François Chatriot et Bruno Sabi ont décidé de signer un pacte de non-agression. La deuxième place du doc a bien sûr un goût amer, mais Chatriot aura fait en Corse une course magnifique, se plaçant toujours, comme il l'avait souhaité, devant les deux métros. Yves Loubet, troisième du scratch, vainqueur du groupe A complètement survolé les débats. Quatrième, Jean-Claude Toré remporte le classement en promotion. La dernière spéciale fait une dernière victime. La Volkswagen de Franz Wittmann abandonne, joint de culasse cassée. Ericsson et Poggi parviennent à rallier l'arrivée, leur voiture souffre pourtant du même mal. Bernardini, vainqueur du groupe N, a attaqué jusqu'au bout, pour le plaisir et parce qu'il ne sait pas faire autrement. Bruno Sabi remporte le 30e Tour de Corse. Place d'Austerlitz à Ajaccio, le champagne de la victoire n'a pas coulé cette année.
J'aurais préféré d'autres conditions pour gagner pour la première fois dans un rallye de championnat du monde. Ça fait bientôt 20 ans que je cours. J'attendais ça depuis très longtemps. Hein, je cours toujours dans cette ambition. Et bien aujourd'hui, la tristesse est plus importante que la joie et je ne peux pas donc être satisfait de mon résultat. Bien sûr, bon, j'ai gagné, mais j'ai perdu 2 copains. Alors, c'est difficile pour moi d'apprécier cette victoire. Le président. Et dans le même temps où Saby passe amèrement la ligne d'arrivée, le président de la FISA crée l'événement. Conférence de presse et communiqué, mesures draconiennes et immédiates, arrêt des homologations de toute évolution en groupe B et A, interdiction des jupes et limitation du kilométrage en rallye. Et ce n'est pas tout. La FISA d'un coup décide un nouveau championnat du monde, exit les groupes B et S, place désormais au groupe A. Énorme. Alors, vous nous devez la stabilité parce qu'il y a des investissements énormes. Il y a un moment où il y a d'autres impératifs qui prennent le pas sur les investissements énormes. Je sais que c'est affreux, mais c'est pas par plaisir que je fais ça. Imaginez-le, voyons, allons. C'est pas pour aller nuire à un tel ou tel constructeur. À partir du 1er janvier 1987, premièrement, annulation totale du futur groupe spécial rallye groupe S. Deuxièmement, interdiction dans tous les rallyes des voitures de sport groupe B, je dis bien tous les rallyes, pas seulement les championnats du monde, sauf pour des modèles de moindre puissance de ce groupe qui feront l'objet d'une liste limitative établie par la FISA. Troisièmement, interdiction de l'utilisation de certains matériaux dans la construction des voitures de tous les groupes. Quatrièmement, création d'un nouveau championnat du monde des rallyes pour pilotes et pour marques, réservé uniquement aux voitures de tourisme groupe A, c'est-à-dire voitures construites à 5000 exemplaires. Cinquièmement, la FISA étudiera toutes les possibilités d'utilisation des voitures de sport groupe B dans des conditions nouvelles. Je m'attendais un peu qu'il y ait une décision de ce style-là qui soit prise, mais peut-être qu'elle a été prise rapidement, je sais pas. Vous pensez que c'est une bonne décision? À chaud, oui, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre 15 jours pour que ce soit fait moins à chaud, justement. Qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine? Parce que finalement, Renault, peut-être sans le savoir, a choisi la bonne carte, là. Oui, alors là, on n'aurait pas fait exprès, parce que c'est sûr qu'en groupe A, on n'est pas trop mal, mais je crois qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont déjà commencé, les Japonais surtout, qui ont déjà préparé des groupes A, 4 roues motrices. À Monte Carlo, il y en avait déjà un petit peu, enfin, et je crois qu'il y en aura beaucoup qui seront prêts, il y en a qui seront prêts courant 87. Ça va faire peut-être une période un peu de transition jusqu'à fin 87, mais ça risque d'être effectivement plus que du groupe A. Ouais. D'après vous, un championnat du monde en groupe A, c'est intéressant pour les pilotes, pour la presse, pour le public? Oh oui, c'est pareil. C'est pareil, à partir du moment où les voitures sont spectaculaires, comme je disais, que pour moi une voiture comme la Renault 11, comme l'Alfa Romeo de Loubet, comme la Ford Escort il y a une époque, c'était des voitures qui étaient moteur avant, qui avaient 250 chevaux, pont rigide arrière et qui étaient très spectaculaires. Et je crois que les pilotes s'amusaient bien, oui. On est dans un sport où il y a danger, on le sait, on en est conscient et je crois que s'il faut quand même malgré tout revoir la situation, tant au niveau des puissances des voitures que de l'organisation d'un rallye comme la Corse ou comme les constructeurs voient leurs voitures, je crois qu'il y a un problème de toute façon et c'est à étudier, mais il ne faut pas tout bannir, il ne faut pas tout détruire. On est quand même tous des passionnés et je suis sûr qu'en ce moment, il y a des gens qui ne pensent pas du tout à ce qui s'est passé hier. Ils ont le casque sur la tête, ils continuent parce que leur but, c'est de gagner, de faire mieux et de faire mieux. Et c'est ainsi que s'achevait ce 30e Tour de Corse sur un dossier difficile, technique, économique, sportif, humain, où chacun a son approche. Henri Toivonen et Sergio Cresto aimaient la course, ils en sont morts, piégés par leur destin et leur passion. Ils avaient choisi librement ce destin. Aujourd'hui, respectons ce choix. Le Tour de Corse serait-il maudit? Ces 2 dernières éditions en tout cas ont coûté la vie à Attilio Bettega, Henri Toivonen et Sergio Cresto, des pilotes et des copilotes, mais surtout des hommes particulièrement attachants.
Leur perte est irréparable, irrattrapable, consternante. Mais fallait-il pour autant condamner définitivement et sans appel les groupes B et les futurs groupes S qui devaient leur succéder, afin de promouvoir, dans l'émotion et l'affolement, le groupe A? Austin, Rover, Lancia, Peugeot, de même Cody et Ford, en attendant la venue des Japonais, et la valse hésitation de Ferrari et Porsche avaient contribué au succès des rallyes, à leur épanouissement. Naturellement, il fallait réagir, c'est-à-dire limiter la puissance et surtout rendre les voitures plus solides et mieux résistantes au feu. On y est bien parvenu en Formule 1, pourquoi pas en rallye? En attendant, comme toujours après de tels drames, le spectacle a dû continuer pour ce 30e Tour de Corse, sauf pour les équipes officielles Lancia et Fiat qui se sont retirées, en hommage à la mémoire d'Henri et Sergio. Pourquoi ne pas évoquer également l'état fiévreux et d'extrême fatigue dans lequel se trouvait le pilote, ou bien encore la révoltante facilité avec laquelle l'incendie a éclaté et le fait qu'aucun dispositif de sécurité n'ait pu fonctionner. Autant de questions qui méritaient des réponses précises par le biais d'une refonte du règlement, certes, mais partielle, précise, en un mot, réfléchie. Régalons-nous. Les groupes B disputeront le championnat 86 jusqu'au terme de la saison et voici quelques très belles images pour rendre hommage à deux hommes courageux et au talent des équipages de rallye. En tête du Tour de Corse, Henri Toivonen et Sergio Cresto menaient la Lancia Delta à la limite devant Bruno Sabi et Jean-François Fauchy sur la première Peugeot 205. Salonen et Arjan s'étant retirés sur accident dans la première spéciale. Michel Mouton et Fabrizia Ponce étaient parfaitement dans le coup, jusqu'à ce que la tringlerie de boîte en décide autrement. Del Zoppo et Roggia cassaient le moteur de leur Fiat Uno Turbo groupe A. Mais le Tour de Corse et ses innombrables virages épuisent les équipiers et à l'étape, les kinésithérapeutes attachés à chaque équipe ont beaucoup de travail pour permettre aux hommes de continuer. Bruno Sabi n'aura malheureusement pas pu apprécier sa première victoire en championnat du monde. Pourtant, après sa seconde place en 85, il a largement fait la preuve de ses qualités avec Fauchy et il faut souhaiter que Jean Todt décide maintenant d'aligner plus régulièrement cet équipage dans le championnat. Chatriot et Perrin, second, ont tiré le meilleur de leur Renault 5 Maxi,